Du coup, on va commencer le webinaire. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le webinaire Savoir nager. Donc, durant ce webinaire, nous allons aborder plusieurs sujets, thèmes. Donc, en premier sujet, nous aurons apprendre à nager avec Victor Boll, qui est maître nageur. Ensuite, nous aurons un deuxième sujet sur la flottaison et la respiration dans la natation avec Bruno Rafatin, ancien professeur de natation. Et puis, nous allons finir avec une ouverture sur la natation paralympique avec Charles Rozoy, athlète paralympique. Je vais laisser la parole pour une petite introduction à ma compatriote Fabiola. Voilà, donc Fabiola, je te laisse la parole. Alors, pour commencer, nous savons que 12,7 millions des Français pratiquent la natation de loisirs et il s'agit du deuxième sport le plus pratiqué après la marche. Donc, le savoir nager est en fait essentiel au vu des nombreuses noyades. En effet, un Français sur 7 se dit ne pas savoir nager. Donc, nous pouvons prendre par exemple le campus de Dijon, donc, qui est représenté par ses 32 000 étudiants. Donc, nous pouvons estimer que 20% d'entre eux ne savent pas nager, donc soit 6 400 étudiants. Donc, les noyades représentent la première cause de mortalité chez les moins de 25 ans. En effet, ce sont plus de 1000 décès qui sont recensés chaque année. Donc, pour nous éclairer un petit peu plus sur ce sujet, je vais laisser la parole à Victor Boll, donc, qui est BNSSA. Donc, bonjour à tous, moi c'est Victor Boll, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en formation en DUST AGAPS spécialité natation à Clermont-Ferrand, à l'UFR STAPS, que je finis dans 1 mois et je vais être diplômé du coup, être titulaire du maître nageur sauveteur. Donc moi j'ai passé mon BNSSA il y a 4 ans maintenant, donc j'ai pu faire plusieurs saisons estivales et tout ce qui est aussi vacances. Donc j'ai pu intervenir en piscine, j'ai été aussi en rivière, la Loire, le fleuve aussi, et j'ai également été aussi en étang. Donc ce sont des plans d'eau plutôt différents. On peut voir par exemple qu'en piscine, la noyade, c'est là où elle va être la moins importante, avec les maîtres nageurs, les gens en général, les parents qui sont bien avec les enfants. Les étangs, j'ai personnellement pas eu de noyade ou autre sur ces plans d'eau, mais là où j'ai eu le plus de problèmes, c'est à Nevers-Plage. Donc c'est là où j'ai surveillé durant les 2 étés derniers. C'est un fleuve, c'est la ville qui le met en place, qui crée un faux bassin, qui creuse et qui bloque, sauf qu'il y a des courants et c'est très problématique parce que c'est un plan d'eau qui est gratuit, c'est le seul de Nevers, donc la ville, qui est gratuit et donc tout ce qui est gens pauvres et démunis viennent se baigner avec des enfants qui ne savent pas nager, les parents qui ne sont pas très présents lors de leur baignade, ce qui fait que à Nevers-Plage, il y a 2 ans, lors de ma surveillance, pendant 1 mois, on a dû faire environ 72 sauvetages. Donc, je pensais même moi que ce n'était pas possible. Et pourtant, on a fait environ 3 sauts par jour, ce qui est assez conséquent. De plus, maintenant, depuis janvier, je fais des stages. Là, depuis 2 mois maintenant, je suis en club. Donc, je fais tout ce qui est les entraînements. Et pendant les vacances, notre club a mis en place le J'apprends à nager. Justement, c'est pour ça que je viens de suite à Nevers-Plage. Ce sont des cours qui sont gratuits, qui durent pendant les 2 semaines des vacances, pendant toutes les périodes, ainsi que les grandes vacances. C'est à hauteur de 10 séances par enfant. Et on vient du coup amener l'enfant sur un déplacement ventral et dorsal sur 25 mètres en totale autonomie sans matériel. Et on incite de plus en plus les gens, on fait de plus en plus de pubs pour qu'ils viennent assister à ces cours-là parce qu'on trouve que c'est très important et c'est ce qui marche en ce moment depuis 1 an maintenant. Du moins dans la Nièvre, les noyades diminuent grâce aussi à ce projet-là qui a été mis en place par l'agglomération de Nevers. On essaye de pousser de plus en plus les enfants à venir.
parce que savoir nager, c'est quand même très important. Sinon, à part ça, moi, j'ai pas plus de choses à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour Victor. Ensuite, nous, on en a préparé quelques-unes avec donc les interventions seules fréquentes, tu l'as déjà répondu, on va dire. Oui, je peux dire oui que en piscine, c'est vraiment très très rare qu'on ait des noyades, surtout à ne pas confondre. Une noyade, c'est quand c'est une personne on va aller la chercher, on va la secourir, on va appeler les pompiers, c'est quand elle est vraiment en détresse. Souvent, les gens disent je me suis noyé alors qu'on est allé les secourir avant, et ça, c'est pas une noyade, c'est plus une pré-noyade. Ok, d'accord. Ensuite, comment les différents clubs sportifs s'investissent dans l'apprentissage de la natation? Justement, là, moi, je suis dans le club du CNN, donc le club nautique de Nevers, qui, lui, s'implique fortement, comme celui de Varennes-Vauzelles, qui est à côté, là où j'ai fait mon stage également. Pendant chaque vacances, toutes les vacances scolaires ainsi que les grandes vacances, on met en œuvre des projets sur le J'apprends à nager, qui va permettre aux enfants, c'est gratuit, c'est pour attirer le plus de monde possible. On a du monde qui vient, mais c'est pas assez, je trouve, encore. Les gens vont venir s'inscrire et puis ils vont pas forcément venir, ce qui est dommage en général. Et du coup, en quoi consiste ta formation? Quel contenu dans ta formation du BNSSA? Le contenu du BNSSA, le BNSSA, ça permet de pouvoir... dans le BNSSA, on va avoir tout ce qui est les secours. Donc, on passe le PSE1. C'est un diplôme qui est obligatoire pour faire BNSSA et maître nageur. On ne demande pas plus pour le moment, mais ils aimeraient bien qu'on passe quand même le PSE2, qui est le niveau au-dessus pour qu'on soit encore plus apte à le faire. Justement, en parlant de ça, avant le PSE1, on devait le recycler tous les 3 ans ou 4 ans. Et maintenant, c'est tous les ans. Parce qu'on se rend compte que même les maîtres nageurs, il faut qu'on soit de plus en plus vigilant. Le fait de, pendant 3 ans, si on surveille en piscine, voilà. Et pour le BNSSA, à part ça, on a passé les épreuves. Le BNSSA, on va passer à 50 mètres où on fait 5 mètres de déplacement. Ensuite, on va faire 15 mètres d'apnée sans lunettes. On arrive au mur, on revient, on fait la même chose. Et après, il faut qu'on ramène un mannequin sur 25 mètres. On passe aussi le 250 mètres, palme, masque, tuba, où pendant 50 mètres aussi, à la fin, on doit ramener le mannequin dans des temps bien sûr définis. Et en dernier, sauvetage sur une personne en détresse, une vraie personne qui va simuler. Il faut qu'on la ramène sur 25 mètres, qu'on la sorte et qu'on fasse un diagnostic vital. Voilà ce qui comporte le BNSSA. D'accord. Et vous pensez passer des diplômes à l'avenir? Justement, du coup, là, je vais être diplômé en DUST AGAPS natation à l'UFR STAPS de Clermont-Ferrand. Et bien sûr, moi, par la suite, je compte bien passer plusieurs formations pour évoluer dans mon métier. J'aimerais bien devenir plus tard chef des bassins, chef d'une structure ou même en monter une moi-même. Mais en attendant, il faut que j'attende au moins 3 ans en tant que maître nageur sauveteur. Ok, d'accord. Et après, il y a une différence entre surveiller dans un lac ou dans un bassin? Oui, il y a vraiment une grande différence parce qu'une piscine, elle va être déjà chlorée, traitée. Elle n'est pas trouble. On va voir à travers, on ne va pas paniquer. Et puis, il y a de la surveillance plus accrue. Alors, on peut dire que dans les étangs, déjà, bien sûr, l'eau est trouble. Donc, les personnes vont mener à plus paniquer, la tête sous l'eau parce qu'elles ne vont pas voir où elles sont, pas se repérer. Ça arrive très souvent. Puis, on ne connaît pas forcément la profondeur. Nous, on va délimiter une zone, mais en fonction des saisons, en fonction des jours, ça va monter, ça varie, c'est pas pareil, il y a du courant. Enfin, il y a vraiment une grande différence entre une piscine et un étang, et aussi, par exemple, la rivière, le fleuve, la Loire, là où je surveille, où c'est trouble. En plus, c'est fait par la mairie, donc c'est creusé, donc c'est pas très, très varié, et il y a surtout du courant, du fort courant, ce qui emmène en général les sauvetages qu'on doit faire, parce que les gens, ils viennent, on met des panneaux pourtant, mais
ils ne regardent pas, ils se font emporter. Et c'est mis en place chaque année, mais pas mal de personnes ne veulent pas parce que justement, c'est trop dangereux. Du coup, on mobilise 5 mètres nageurs par jour quand même. On est 5 en surveillance d'un bassin de 15 mètres sur 15 mètres, donc c'est pas très grand. C'est pour dire la sécurité qu'ils mettent en premier abord, mais ouais, c'est très discuté sur le fait que ça réouvre les prochaines années quand même. D'accord. Est-ce que du coup le BNSSA il permet de surveiller en bord de mer par exemple? Oui, on est formé à tout plan d'eau. Même, on peut même surveiller en piscine tout seul avec une dérogation faite par la mairie où on peut surveiller, il me semble, 3 mois tout seul. Sinon, à BNSSA, on ne peut pas être tout seul. À BNSSA, ça doit toujours être accompagné d'un maître nageur. Ça ne peut jamais être forcément tout seul, à moins bien sûr d'une dérogation comme je viens de le dire. Et on peut du coup oui, surveiller en mer. Il n'y a pas de problème. On a été formé dans les questionnaires aussi. Au BNSSA, on a un questionnaire où on a été formé dessus avec des questions de sauvetage, tous les risques qu'il peut y avoir comme les baillimes, enfin, ce genre de choses qui est très dangereuse. Mer et océan, du coup, les deux. Ok, d'accord. Ensuite, donc maintenant, merci Victor déjà de ta présence. Ensuite, donc nous allons passer au deuxième thème qui est la flottaison et la respiration. Donc pour cela, nous avons un intervenant qui est Bruno Raffatin, ancien prof de natation à l'UFR STAPS du Creusot. Donc Monsieur Raffatin, je vous laisse prendre la parole. Eh bien, bonjour à tous. Oui, le savoir nager et la sécurité en natation, c'est une affaire particulièrement importante, prise en charge par les pouvoirs publics. Moi, ce que je propose, c'est un petit peu de changer l'angle de vue, l'optique, et considérer que la natation, le savoir nager, c'est pas une question de distance. Victor nous a parlé d'un 25 mètres ventral et dorsal. C'est beaucoup plus une question de durée que de distance. Donc, l'autonomie, il ne faudrait pas la mesurer en mètres, il faudrait plutôt la mesurer en minutes. Et la durée, cette durée, elle est liée principalement à la capacité de conserver son équilibre respiratoire. Et dans une formule toute simple, que tout le monde pourra comprendre, tant qu'on n'est pas essoufflé, on peut nager, même si ce n'est qu'en faisant les gestes du petit chien. Et donc, tant qu'on n'est pas essoufflé, on peut nager, donc on sait nager. Donc, il va falloir véritablement développer des habiletés particulières pour adapter sa respiration au milieu aquatique. Et donc, on va faire un travail d'évolution verticale et non pas horizontale. Alors, bien entendu, quand on a appris à nager et quand on veut performer en natation, il s'agit de se déplacer le plus possible proche de l'axe horizontal. Mais ce dont le débutant ou le néophyte a peur, c'est bien sûr la dimension verticale. Et il n'est pas question de demander aujourd'hui aux enfants ou aux élèves de tout de suite mimer des comportements codifiés en déplacement horizontal, mais véritablement de dépasser leur peur. Et leur peur première, c'est la peur de la profondeur et de la verticale. Donc, il faut travailler sur l'évolution verticale du corps dans l'eau. D'ailleurs, des nouveaux tests du savoir nager intègrent une période de 10 ou 15 secondes en équilibre debout, en équilibre vertical dans l'eau. Mais plus que cet équilibre maintenu, ce qu'il faut, c'est un équilibre un petit peu en rebond vertical, dans un mouvement de yo-yo. Et c'est une chose très importante parce que la phase d'immersion en apnée, en se laissant chuter vers le bas, poumon plein d'air, nous permettent de revenir à la surface sans aucun effort, en étant simplement porté par la flottaison, porté donc par cette fameuse poussée d'Archimède. Donc, il va falloir savoir développer des habiletés respiratoires, rythmer sa respiration. Et l'apprentissage de la respiration, il doit viser le développement de 3 phases respiratoires. Une phase d'inspiration forcée. Il faut savoir remplir les poumons plus qu'à l'ordinaire pour que la bouée, puisque les poumons constituent la bouée du corps humain, pour que la bouée soit la plus volumineuse et la plus efficace possible. Il va falloir savoir garder
cette apnée inspiratoire un certain temps, le temps que la flottaison nous reporte tranquillement à la surface, et puis il va falloir également savoir souffler, et donc il va falloir faire une expiration sous-marine, sous l'eau, et cette expiration sous-marine doit se faire par le nez. Donc on va travailler en rebond vertical, avec le minimum de dépenses musculaires, le maximum d'habileté respiratoire. Et cette habileté respiratoire, on va également la doubler de ce que j'appelle une garantie anti-panne au niveau de la respiration. Et cette garantie anti-panne, c'est ce que j'appelle le jonglage bouche. C'est-à-dire qu'un nageur doit être capable de jongler avec l'eau dans la bouche. Et on voit tous les experts, tous les champions olympiques le faire. Il suffit de regarder les Jeux olympiques et de faire un arrêt sur image d'une vidéo lorsque le nageur arrive à la fin de sa course. On le voit toujours jouer avec l'eau dans sa bouche et recracher un petit jet d'eau à la fin de sa course. La frontière entre l'eau et soi, quand on est débutant, c'est les lèvres crispées, mais la frontière entre l'eau et soi, lorsqu'on est en aisance dans l'eau, c'est la glotte. On a toujours la bouche ouverte, ou au moins entrouverte, et on a toujours de l'eau dans la bouche, et on sait jongler avec cette eau dans la bouche pour ne jamais boire la tasse, selon l'expression consacrée. Et donc, ce jonglage bouche, qui nous permet de laisser entrer autant d'eau qu'on le veut dans la bouche, et de vider sans délai, sans effort, cette quantité d'eau, permet de toujours avoir une respiration qui sera sans panne. Et donc, on revient à ce travail vertical avec une respiration adaptée. Et tant que la respiration est adaptée et contrôlée, qu'on n'est pas essoufflé, eh bien, on peut nager, donc on sait nager. Ce que je voudrais dire en plus sur ces apprentissages, vous avez vu qu'ils ne parlent pas de mouvement codifié, hein, c'est que tout savoir-faire appris par soi-même, c'est-à-dire en autonomie, en débrouillardise, en tâtonnement, eh bien, ces savoir-faire sont toujours beaucoup plus stables que les savoir-faire appris sous l'autorité d'un moniteur ou sous la direction d'un moniteur ou d'un enseignant. Et ça, c'est Didier Delinière qui nous le dit. Il a fait des tests sur un simulateur de ski et comparé deux modes d'enseignement, deux modes d'apprentissage. Un apprentissage où les gens pratiquent par eux-mêmes et tâtonnent, et un apprentissage où ils sont guidés, où ils ont des cours, entre guillemets. Eh bien, lorsque l'on mesure la performance de ces personnes, on voit qu'ils ont apparemment les mêmes performances, qu'ils aient appris par eux-mêmes ou qu'ils aient été tutorés. Mais si ensuite on prend ces mêmes deux groupes et qu'on les met dans une situation plus dangereuse, c'est-à-dire le même exercice à faire, mais en position assez surélevée, eh bien, ceux qui ont appris par eux-mêmes ont très peu de pertes de performance. Par contre, ceux auxquels la technique a été enseignée ont une perte de performance et ne maîtrisent pas cette dimension nouvelle de hauteur qui fait peur. Et ce qui m'a toujours frappé, puisque Fabiola nous parlait des activités modulo, c'est les quelques enfants qui se trouvaient sur l'apprentissage de la natation sécuritaire sous forme de 10 leçons auprès d'un maître nageur et l'apprentissage de natation par tâtonnement que nous organisons sous forme de stage de vacances. Et on avait des fois des enfants qui cumulaient les deux formules d'apprentissage pour, selon les parents ou grands-parents qui les accompagnaient, aller plus vite ou doubler les chances de succès. Et ce qui était stupéfiant, c'était le commentaire des parents ou grands-parents qui voyaient l'enfant dans l'eau, dans l'activité libre, qui ne réexploitait jamais les mouvements qui étaient appris ou qui étaient en cours d'enseignement sur la même période d'activité de l'enfant. Donc véritablement, savoir nager, c'est autre chose que de faire une distance, c'est évoluer dans l'eau sur une durée, en maîtrisant et en sublimant l'évolution du corps sur la dimension verticale. Et vous avez débuté tout à l'heure en citant certaines statistiques. Moi, il y a une statistique qui m'avait frappé. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée, je ne peux pas vous en donner la source, mais c'est que grosso modo, parmi les noyés, il y avait 75% de personnes qui étaient déclarées sachant nager, nageurs. Donc, on pourrait dire, si on veut faire un peu d'humour noir, qu'il est plus dangereux de savoir nager que de ne pas savoir nager.
bien évidemment, le non-nageur va rester à distance du danger, alors que le nageur va pouvoir supposer qu'il maîtrise certains dangers, certaines conditions de pratique, alors que ce n'est pas exactement le cas. Et donc, on avait parmi les noyades 75% de personnes qui nageaient ou pensaient savoir nager ou qui étaient déclarées par une institution sachant nager. Donc, véritablement, il faut développer des apprentissages par tâtonnement. Alors, bien évidemment, ça demande un peu plus de temps que les formats de 10 séances qui sont régulièrement proposés. Mais justement, on peut construire une pédagogie très collaborative qui va permettre d'unifier énormément de moments de pratique. Je pense de la natation scolaire primaire, mais ça peut commencer par les bébés nageurs de certaines associations, plus les activités de vacances, plus les activités scolaires jusqu'au CM2, plus les enseignements avec soutien et renforcement en 6e et au collège. Et donc, ce qu'il faut, c'est multiplier les occasions de pratique, comme les opérations de savoir nager, mais essayer de les unifier les unes aux autres. Voilà, je suis très bavard, donc je vais mettre quelques points de suspension et vous laisser poser quelques questions si vous en avez, et me relancer ou passer la parole à Charles. Eh bien, nous avons quelques questions par rapport à votre intervention dans le chat. Donc, Oui. la première, en quoi l'apprentissage de la respiration permet de mieux apprendre à nager? Bien, vous savez que tous les animaux quasiment savent nager, même si on dit que le chat hors de l'eau, on voit des chats et des tigres nager. Les éléphants nagent, les ours nagent, bien sûr. Et donc, les chiens nagent et les Anglais enseignent comme première pratique de nage ce qu'ils appellent le doggy paddle, hein, c'est-à-dire on tourne les mains comme les pattes d'un chien. Et donc, on n'apprend pas la brasse, on n'apprend pas la grenouille comme chez nous. Donc, tous les mammifères savent nager. Et la seule difficulté pour l'homme, c'est que c'est un mammifère qui se retrouve avec une colonne vertébrale verticale dans son fonctionnement quotidien, dans sa motricité quotidienne, alors que le chien fait déjà du quatre pattes et a déjà la colonne vertébrale à l'horizontale. Donc, les animaux, les mammifères peuvent très facilement garder leurs orifices respiratoires au-dessus de l'eau et en maintenant leur équilibre de colonne vertébrale horizontale. Pour l'homme, c'est bien différent et donc il faut un apprentissage spécifique et l'apprentissage de la respiration. Je vous l'ai dit, on est sur un phénomène vertical. Le corps humain, c'est soit un bout de bois, il flotte, soit une pierre, il coule. Et qu'est-ce qui fait la différence entre le corps bout de bois et le corps pierre? C'est uniquement le niveau de remplissage des poumons boués. Plus il y a d'air dans mes poumons, plus je suis proche du bois qui flotte, et moins il y a d'air, plus je suis proche de la pierre qui coule. Donc il faut apprendre à développer une inspiration forcée. Il faut développer des temps d'apnée inspiratoire. On peut avoir une apnée relaxée sans avoir l'impression de suffoquer parce qu'on s'arrête de respirer. Et donc, cette respiration va permettre d'apprendre à nager. Et quand on a véritablement compris cela, ce phénomène de flottaison comme un bout de bois ou comme une pierre, eh bien, les mouvements, le système nerveux est capable de les générer par tâtonnement, par essai et erreur, et très, très facilement et très spontanément. Donc, la respiration me semble véritablement bien indiquée pour démarrer. Voilà. Pour les adultes, pour les enfants, eh bien, contrairement à ce que l'on peut penser, je lis la question, hein, puisqu'il y a une question qui est posée sur le processus d'apprentissage, est-il le même pour les adultes et les enfants? Est-ce que l'âge influe sur la technique? Eh bien, véritablement, l'idée reçue, c'est qu'on apprend beaucoup mieux et beaucoup plus vite quand on est jeune, quand on est petit. C'est vrai, l'idéal est de commencer à l'époque des bébés nageurs. Mais véritablement, quand un adulte motivé veut apprendre à nager, il peut très facilement et très rapidement apprendre à nager. Et ses capacités de prise de distance, de raisonnement ne sont pas un handicap, bien au contraire, c'est un véritable atout. Et si on pose à l'apprenant adulte les vrais problèmes, les bons problèmes, et si on commence par ce que je crois être le bon bout, et bien véritablement les capacités de raisonnement et de mise à distance du sujet pour l'adulte sont un véritable atout, il peut apprendre très très vite. Donc il n'y a pas de difficulté majeure là-dessus. D'accord.
Et du coup, nous, on se demandait, puisque vous avez parlé des modulos, comment vous est venue l'idée de la création de ce programme? Eh bien, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure un petit peu sur les miettes de temps. Moi, ce qui m'a marqué il y a très très nombreuses années maintenant, lorsque je faisais mon service national, puisque je fais partie d'une génération qui faisait le service national obligatoire, j'avais des sergents ou des adjudants du service des sports d'une caserne en Alsace qui m'expliquaient qu'il fallait qu'ils violentent un petit peu les appelés qui avaient peur de sauter dans l'eau parce que il n'avait que 10 ou 12 séances d'enseignement de natation pour chaque appelé militaire. Et c'est quand même dommage parce que ces jeunes qui avaient 18 ou 20 ans, ils avaient déjà connu d'autres cycles de natation. Ils avaient certainement fait un cycle au collège, ils avaient certainement fait un cycle en primaire, et à chaque fois, l'enseignant qui était face à cette personne s'est dit « je n'ai que 8 ou 10 séances pour faire progresser mon élève. Et donc, il va falloir que j'aille en ligne droite sur un savoir nager 25 mètres ventral, 25 mètres dorsal, et peut-être avec des flotteurs au début, puis ensuite on ôte un petit peu les flotteurs et on essaye de pousser le déplacement de plus en plus loin. Eh bien, l'idée du modulo, c'est justement de prendre des éléments clés à apprendre, alors qui peuvent dérouter et qui font sourire quelques professionnels en première approche, mais qui véritablement sont constitutifs d'un véritable trousseau qui permet ensuite l'expression d'une motricité autonome, spontanée. Et autonome, pas seulement autonome dans le grand bassin sans matériel, mais autonome dans la prise en charge de sa motricité, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui apprennent par tâtonnement, par débrouillardise. Et moi, je me régale de voir comment les jeunes sont capables d'apprendre sans tutorat des figures extraordinaires sur les skateparks. Eh bien, nos piscines, c'est bien sûr une question d'organisation de la sécurité, mais nos piscines peuvent être agencées et organisées comme des skateparks où l'enfant va véritablement, spontanément s'épanouir parce qu'il a une force de vie, parce qu'il a une débrouillardise générale, et on va véritablement voir des enfants de plus en plus autonomes, de plus en plus actifs. J'ai perdu un petit peu le fil de ce que tu me posais comme question. Donc voilà, en laissant les enfants, non pas face à des miettes de temps, mais en unifiant ces miettes de temps par un programme qui va donner des clés, donc des clés d'équilibre, des clés de respiration, donc des clés de flottaison, des clés de respiration avec l'expiration par le nez, faire beaucoup de bulles par le nez de façon très variée, jouer avec l'eau dans la bouche, comme je l'ai appris, pour établir une nouvelle frontière. Et là, véritablement, les enfants vont faire des apprentissages qui vont leur donner une sécurité active avec ce cycle respiratoire anti-panne, et ils vont devenir nageurs, mais nageurs avec une totale autonomie. Et comme je l'ai dit, parce qu'ils l'auront appris par eux-mêmes, par débrouillardise et tâtonnement, eh bien, ils seront capables de l'adapter dans des conditions environnementales changeantes, parce que ça sera un savoir-faire qui sera véritablement stabilisé, et non pas des mouvements étriqués, des mouvements panoplies qui ne peuvent se redévelopper, que la personne ne peut repratiquer que s'il est dans des conditions très, très voisines, très aseptisées de son environnement en piscine. Voilà, je vois une question. Oui, on a une question de Charles Rosoy. Oui. J'active mon micro. Est-ce que tu m'entends? Oui. Vous m'entendez tous? Oui. Très bien, Charles. Bruno, merci pour cet exposé. Moi, ma question, elle est simple. Personnellement, quand j'apprends à quelqu'un à nager, je lui apprends d'abord le dos, moi, et pas du tout la brasse. Et donc voilà, je voulais ton avis, même si je pense le savoir, avoir là-dessus. Et puis, deuxième question, c'était sur les bébés nageurs. Qu'est-ce que tu penses justement des bébés nageurs, et quelle poursuite il pourrait y avoir à ça pour prendre une aisance plus jeune? Alors, oui, bon, la question sur le dos et sur le ventre. Sur le dos, pas la difficulté, mais le cas particulier, c'est qu'un enfant très jeune va avoir des difficultés à se mettre sur le dos. Même si effectivement, il y a
un dressage, j'appelle ça un dressage avec le côté, la connotation négative qu'on associe généralement au dressage. Il y a un dressage, il y a des vidéos sur Internet qu'on peut trouver de groupes américains qui apprennent à développer le retournement dorsal et puis à des nageurs à se déplacer sur le dos. Parce qu'effectivement, sur le dos, il y a le nez et la bouche qui sont à peu près au-dessus de l'eau. Et donc, il n'y a pas de difficulté. Moi, je vais te dire que ta stratégie de passer par l'apprentissage du dos en premier, c'est déjà un progrès par rapport à l'apprentissage de la brasse qu'il faut effectivement proscrire en tout premier apprentissage. Et je te répondrai que moi, ma stratégie, c'est d'apprendre ni sur le ventre ni sur le dos, mais d'apprendre debout. Et voilà, on apprend l'évolution verticale. Et quand cette évolution verticale est véritablement sublimée, eh bien, on peut faire énormément de choses. Et si je veux faire un lien, puisque c'est ce que Raymond Cateau faisait toujours entre la natation sécuritaire et la natation sportive, je peux demander aux intervenants, pendant que je répondrai peut-être à la question pendant la vidéo, c'est de lancer la vidéo qui était téléchargée. Donc, est-ce que c'est possible pour les opérateurs du webinaire? Vous pouvez lancer la vidéo partager la vidéo? On peut partager la vidéo. Voilà. Donc, si on voit cette vidéo, et si en plus je peux la commenter en même temps qu'elle passe, ça serait parfait. Donc là, voilà, donc bon, il y a un petit problème de définition d'image, mais tout le monde va voir la situation. Donc, il n'y a pas des mouvements propulsifs de jambes, hein. Il y a un mouvement de jambes qui balance, parce que si on veut balancer le tronc, il faut balancer les jambes. Et regardez, on tombe plein d'air, on remonte tranquillement, on redresse le dos. Et pour redresser le dos, il suffit de redresser les jambes. Et là, vous voyez véritablement, on a quelque chose de très évolué, très analytique, mais c'est pour montrer la force de ce mécanisme. Quand on sait utiliser ce mécanisme-là, eh bien, sans mouvement, on voit qu'on peut très facilement s'élever au-dessus de la surface de l'eau, le menton entier au-dessus de l'eau, donc avec une inspiration facile. Et entre nous soit dit, quand ces savoirs respiratoires et ce travail vertical dont j'ai parlé précédemment sont développés chez des gens qui ont un contrôle moteur assez fin, c'est véritablement une clé technique qui peut évoluer vers les quatre nages et bien sûr le papillon. Alors, il y a une question qui est posée aussi, je vois, c'est peut-être... c'est quoi? C'est Icrogne ou c'est Lionel Cronier à tout le monde, la question? C'est Lionel Cronier. Eh ben, bonjour Lionel. On te surveille pour cette bonjour Lionel. Vous voyez, bonjour Salut, Lionel. Bruno et merci. Je voyais pas ce que pouvait être ce pseudo, mais je comprends maintenant. Je sais pas pourquoi le pseudo est comme ça. Moi, je comprends maintenant. Je suis tous les webinaires qui sont organisés, c'est une sorte d'aspect technique un peu nouveau et c'est assez intéressant, voilà. Très bien. Mais pourquoi ces piscines aménagées ne se développent pas? C'est un phénomène d'inertie terrible. Et je reviens à la question de Charles sur les nageurs. Excusez-moi si je parle trop longtemps, hein, mais je vous fais part d'un petit peu un moment de mon parcours professionnel. Moi, il y a une situation qui m'a été imposée par un conseiller municipal de Montsolimine lorsque j'étais maître nageur, il y a donc maintenant de très nombreuses années. Et il m'a dit, voilà, tu vas organiser des jeux moteurs à la piscine. Et dans jeu moteur, il y avait jeu, et donc liberté, et donc interdiction de la part du moniteur d'intervenir et de diriger. Et puis il y avait moteur, c'était quand même la motricité que les jeunes, que les gamins de 4, 5, 6 ans ou 3 ans engageaient. Et lorsque on m'a amené dans cette expérience, j'y allais vraiment en traînant les pieds et je n'y croyais pas. Et je trouvais stupide que moi, maître nageur, on ne m'autorise pas à enseigner directement les nages aux enfants qui m'étaient confiés. Et au contraire, on me demandait d'aménager le matériel, de paramétrer un petit peu l'aménagement du milieu, mais de ne jamais diriger les enfants. Et j'allais, désolé, expliquer aux parents, c'est dommage qu'on ne me permette pas d'intervenir, j'apprendrai à vos enfants à nager bien plus vite. Et puis finalement, au bout de 3 mois d'expérience, j'ai vu plusieurs enfants commencer à faire des choses extraordinaires que je n'aurais jamais supposé possibles. Mais quand on est
hermétique à une idée, ben on se dit non, non, c'est pas possible. Ça marche bien pour 2-3 exceptions qui sont surdouées, mais par contre, pour tous les autres, il faudrait une aide, il faudrait qu'on me permette de leur enseigner quoi que ce soit. Et puis, si on ajoute 3 mois supplémentaires au premier, on se rend compte que c'est plus 2-3 gamins qui sont très délurés et très actifs, mais c'est 50%. Et puis, on arrête de bouder et puis on se dit, si 50% des gamins peuvent réussir cet exploit, entre guillemets, d'apprendre à nager tout seul, mais finalement, Célestin Freinet nous disait que les enfants apprenaient à marcher seuls et qu'ils pouvaient donc apprendre à lire et à écrire seuls, enfin en caricaturant un petit peu, hein. Eh bien, si les enfants apprenaient à marcher seuls, avec bien sûr un accompagnement bienveillant mais non directif, on pouvait certainement avoir aussi des enfants qui apprennent à nager seuls. Mais tout cela, ça demande de le voir pour le croire. Et puis après, quand on se dit que 50% spontanément des gamins peuvent devenir autonomes et faire vraiment des apprentissages très, très consistants, eh bien, la fois suivante, on vient à la piscine en se disant mais comment je vais encore mieux paramétrer la hauteur du tapis, l'épaisseur du tapis, la capacité de flottaison du support, la profondeur de l'objet à récupérer, l'espacement entre deux tapis pour faire un détroit que les enfants vont oser franchir par eux-mêmes, la hauteur d'une perche par rapport à la surface de l'eau, etc. Et on peut paramétrer plein de choses pour véritablement leur donner le terrain d'essai dans lequel ils vont véritablement marquer un maximum de points d'apprentissage et trouver une fierté. Voilà. Au terme également au niveau psychologique, j'ai toujours considéré que c'était navrant de priver un enfant de la fierté qu'il aura à apprendre à nager par lui-même. Et toujours dire le moniteur sait et l'enfant doit obéir et écouter, c'est navrant. Bon, voilà. Là, on vient, c'est plus de la technique et de la didactique, ça vient de la philosophie de l'éducation, mais véritablement, je crois que c'est ça. Alors, pourquoi ça ne se développe pas? Il y a des questions d'inertie, des questions de croyance, et puis une chose une conclusion à laquelle j'ai abouti parce que j'ai eu tellement de débats, hein, voilà, et on va dire de débats pour ne pas dire d'opposition, véritablement, cette pédagogie-là, elle évacue, elle éjecte du centre de la situation le maître nageur, le professionnel qui enseigne la natation. Et si tout d'un coup, on communique avec des professionnels dont apprendre à nager est l'essence même du métier et qu'on leur dit mais écoute, relax, regarde ce que les enfants sont capables d'apprendre sans toi, ça ne le fait pas, c'est difficile. Donc on rencontre forcément beaucoup de mouvements, d'opposition. Monsieur Wafatin? Oui. Je vous coupe quelques instants parce que Victor Boll voulait rebondir sur ce que vous disiez à l'instant. Donc, je laisse la parole. Je voulais rebondir parce que du coup, moi, j'ai pu, pour ce qui est des bébés nageurs, intervenir sur du coup, le jardin aquatique, on appelle ça. Oui. Là où on ne peut pas intervenir, où on installe juste le matériel et on est en surveillance. Et à Clermont-Ferrand, j'ai pu donc faire avec les interventions bébés nageurs en étant dans l'eau avec. Et je trouve, en comparant les deux, que être avec les parents dans l'eau, c'est quand même mieux que le jardin aquatique, parce que le jardin aquatique, on se sent un peu, comme vous avez dit, pas inutile, mais on voit les gens faire, ceux qui ne veulent pas mettre leur enfant avec la tête dans l'eau, alors qu'on pourrait les accompagner, les rassurer là-dessus, enfin faire plusieurs choses, alors que ce n'est pas possible. Bien sûr. Et du coup, cette structure-là qui fait le jardin aquatique le donne pour que les enfants de 4 mois à 4 ans viennent et les 4-6 ans, eux, peuvent assister à des cours qui ont été créés, ce qui s'appelle l'aquadébrouille. Donc voilà, c'était pour rebondir sur ce point-là. Ouais. Tout le problème du bébé nageur, c'est le portage. C'est le portage. Là encore, il faut savoir porter le bébé pour qu'il tombe. Ça semble tout à fait paradoxal ce que je veux dire, mais voilà. Il faut savoir le porter pour qu'il tombe. Et il faut expliquer aux parents qu'il ne faut pas qu'ils laissent tomber leur téléphone portable dans l'eau. Par contre, il faut qu'ils laissent tomber leur enfant dans l'eau.
je n'ai pas dit qu'il le fasse tomber, hein, mais qu'il le laisse tomber lorsqu'il va s'engager lui-même dans une activité et que cette activité va créer un petit déséquilibre et une chute. Un bébé, c'est étanche, ce n'est pas comme un téléphone portable, à moins que ce soit un téléphone dernier cri. Excusez-moi, je vous promets de finir là-dessus. Je vois déjà des sourires s'afficher sur les visages. Il y a une question de Laure que je vois. Fatigue-t-on moins à faire ce mouvement? Je pense qu'elle parle du mouvement de la vidéo de Victor. La dépense énergétique, elle est quasiment nulle. Hein. Elle est quasiment nulle. C'est facile comme tout. C'est une déclinaison d'une famille d'exercices que j'appelle les yo-yo. Et ce yo-yo, c'est l'énergie et ça remonte, ça rebondit tout seul. Et si on parle de fatigue, c'est pas plus fatigant que de se laisser aller sur l'élan de la balançoire. Hein, je n'ai pas dit de créer de l'élan de la balançoire, mais quand la balançoire est lancée, on se laisse aller, et c'est un plaisir tout simple. Et vous voyez, en termes de pédagogie, les items les plus fréquents de la pédagogie traditionnelle, ce sont des situations statiques, étoile ventrale, étoile dorsale. Donc j'ai la même, mais c'est colonne fixe, colonne vertébrale verticale et le corps vertical comme la colonne d'un temple. Mais voilà, et ensuite, il ne faut pas rester sur les situations statiques, il faut évoluer sur des oscillations rythmées, sur des oscillations phasiques. Ça rebondit, et on rythme la respiration au temps du rebond. Une dernière chose, et là, Fabiola rigole parce qu'elle m'a entendu dire 100 fois une dernière chose. Non, j'en oublie. J'aurais pas dû faire référence aux répétitions de ma phrase la plus fréquente. Une dernière chose, voilà. J'en ai perdu le fil, excusez-moi. Voilà, je vous remercie beaucoup de ce temps de parole et je ne veux pas trop abuser. J'espère que j'ai répondu aux différentes questions qui étaient posées. Dernière question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure pour l'apprentissage de la nage, car du coup, moi, j'évolue à Nevers en ce moment sur 2 piscines différentes et il y a un peu, pas une bataille, mais un combat pour l'apprentissage de la nage chez les jeunes, entre une piscine qui veut développer en premier le crawl, le déplacement ventral et dorsal pour l'apprentissage, et une autre qui reste sur les bases anciennes avec que de la brasse. Donc moi, je voulais savoir ce que vous en pensez, ou alors, comme vous avez dit, le mieux serait peut-être d'apprendre au début à la verticale. Alors, je vous dirais, c'est pas pour faire du cato, mais je vous dirais que clairement, le plus amusant, c'est de commencer par le papillon. Mais c'est-à-dire pas le papillon global spontanément, hein, mais du travail d'ondulation, d'apnée, de glisse, voilà, c'est bien. Et pour revenir à la proposition de Charles, si on veut travailler quelque chose de codifié, mais pas de codifié, quelque chose de performant, si on veut travailler quelque chose de performant, pour choper des bras de nageurs correctement et rapidement, pour moi le mieux, c'est le dos à 2 bras. Pourquoi le dos à 2 bras? Parce que quand on va ramener les bras en aérien, il va falloir savoir déclencher un souffle par le nez parfaitement rythmé. Donc, c'est une exigence de contrôle respiratoire très intéressante. Et quand on est à 2 bras, chaque fois que vous faites un effort propulsif important avec un bras, cet effort propulsif désaxe le corps, déséquilibre le corps, parce que la force n'est pas centré sur l'axe du corps. Et donc, dès qu'on fait un effort à un bras, il y a un risque majeur d'avoir d'importants déséquilibres du corps. Par contre, quand on fait un travail à 2 bras simultanés, le déséquilibre du bras gauche est complètement contre-équilibré par le même déséquilibre, le déséquilibre opposé du bras droit. Et donc, quand on nage à 2 bras, il n'y a strictement aucune difficulté. Et finalement, le mouvement du dos à 2 bras, c'est le mouvement fondamental du trajet moteur du catenage, qui est fait de 3 balayages, sachant que le travail de la brasse, c'est également 3 balayages, mais il n'y en a plus qu'un
1,5 parce que les autres sont avortés pour des raisons réglementaires, mais le trajet moteur de la brasse dans la coulée de brasse, c'est exactement le trajet moteur du dos de bras, sauf qu'on est en équilibre ventral et non plus dorsal. Ça se fait dans l'espace plutôt latéral que dans l'espace ventral du corps, mais c'est un détail. Et les quatre nages ont la même structure de trajet moteur. Et donc, si vous regardez l'évolution historique des quatre nages sportives, on a toujours commencé par les nages simultanées. C'est-à-dire que les premiers records du monde en dos aux Jeux Olympiques étaient battus par des nageurs qui nageaient en dos à deux bras. Dos à deux bras plus jambe-brasse ou dos à deux bras plus battement. Et puis ensuite, le dos crawlé est venu plus tard. Et la première nage de compétition également, c'est la brasse. Puis ensuite, on fait la nage sur le côté avec un bras qui revient au-dessus de l'eau, puis la nage en alternance avec les deux bras qui reviennent en alternance au-dessus de l'eau. On vient au double arm stroke, on vient au crawl, etc. Et donc, si on veut donner de la force, de la stabilité, de la qualité d'appui, du toucher, le mieux, c'est le dos à deux bras. Voilà. Donc effectivement, la brasse n'est pas véritablement à choisir comme première nage. Et j'ai l'habitude de dire qu'on a une natation soit d'appui, soit une natation de glisse. Et la brasse va développer forcément une natation d'appui où on apprend à surnager, un petit peu comme l'araignée, plutôt qu'à glisser entre deux eaux. Voilà. Eh bien, merci pour votre intervention. Si vous avez d'autres questions, nous allons y répondre après. Pour le moment, nous allons passer sur le thème de la natation pour les personnes en situation de handicap. Donc, pour aborder ce thème, nous avons comme troisième intervenant Monsieur Charles Rozoy, donc, qui est champion paralympique. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Non, moi, je voulais juste revenir sur ce qu'on a entendu et sur les propos de Bruno, avec qui j'ai passé des soirées à parler d'ondulation. Je m'en rappelle encore. Faire le lien pour commencer, dire que déjà, j'utilisais le dos comme position de sécurité, finalement, pour justement, parce que tu as commencé, c'était l'aspect ventilatoire qui est très important. Et quand on est stable au niveau ventilatoire, après, on peut se déplacer. Et donc, voilà, j'essayais de faire confiance au fait qu'on pouvait respirer, quoi. C'était important. Alors, il y a tout un tas de choses que je faisais avant, mais voilà, c'était pour le jeu des questions-réponses. Et puis, dire que, en fait, je fais partie de ces gens qui ont appris à nager tout seul. Moi, effectivement, donc ça montre un peu le parcours qu'effectivement on peut avoir quand on n'a pas appris à nager. Pourtant, j'avais un père maître nageur sauveteur, et que vous connaissez tous, puisque c'est Pascal Rozoy qui est prof à l'UFR STAPS. Mais la seule chose que je demandais, c'est qu'on me jette dans l'eau. Et même quand j'étais petit, et vous savez, les enfants ont du mal à couler. Donc je demandais à ce qu'on me mette au fond de la piscine pour pouvoir faire des allers-retours au fond de la piscine et pousser d'un mur à l'autre de la piscine. Alors, mais j'avais aucune envie d'être à la surface. Excuse-moi de te couper, Charles, mais un de mes outils pédagogiques préférés pour la natation, ce sont des petites haltères, de fitness de 1 kg, 1 kg 500, 2 kg, selon la taille de l'enfant. Et on utilise ces haltères comme un lest pour aller chercher les objets au fond de l'eau. Voilà, tout ça pour faire écho à ce que tu dis. Tu voulais aller au fond et tu avais du mal à aller au fond. Et donc, plutôt que d'apprendre à nager avec une bouée, moi, j'apprends à nager avec un lest. Et on descend, on rattrape le jet qu'on doit toucher au fond, on lâche le lest et on remonte simplement sous l'effet de la flottaison. Et donc, ça véritablement, ça donne une sécurité, une confiance dans la flottaison sans limite. Excuse-moi. Exactement, non, mais c'était juste pour dire ça. Voilà ma première découverte avec l'eau dans les piscines et ailleurs, puisque j'adorais l'eau tout simplement. Et puis surtout, à cette époque, c'était un grand rêveur. Je suis toujours un grand rêveur, mais ce qui m'a mis finalement, puisque vous avez bien dit, je suis champion paralympique de natation, mais comment on arrive à devenir champion paralympique, c'est finalement ça la question. Je vais essayer de vous raconter un petit peu mon parcours et puis après on pourra échanger, parce que l'objet, c'est pas forcément mon parcours ce soir, mais qu'on puisse faire un petit peu le point sur la situation. Et ben, en fait, je suis parti de tout petit avec un rêve, c'était de devenir champion olympique. Et champion olympique, je dis bien champion olympique puisque j'étais valide. Et je ne savais même pas de quoi. J'ai découvert que plus tard la natation grâce à un maître nageur que certains connaissent ici, qui c'était Eric Lebourg,
qui m'a appris à nager, lui, qui m'a appris à nager vite, puisque je savais déjà nager, mais qui m'a appris surtout l'amour de la natation. Et donc, je venais le voir, mes voisins qui faisaient de la natation. Il m'a dit, plutôt que de rester comme un couillon dans les gradins, tu vas prendre ton maillot de bain et tu vas venir nager. Et j'ai dit très vite, je vais être champion olympique de natation. Voilà, c'est comme ça que ma carrière a débuté. Et pourtant, je n'étais même pas encore au collège, puisque on m'a dit plus tard, si tu es très fort, tu pourras rentrer en sport-études. Et donc, j'ai pu rentrer en sport-études au collège. Donc, je suis allé au collège de Nantière, à Dijon, où j'ai fait mon collège en 4 ans en faisant du sport-études. Et puis, au sport-études, on m'a encore dit une fois, si tu es vraiment très, très fort, tu pourras t'entraîner et aller au pôle espoir. Donc, voilà. Donc, j'ai tout fait ce que je pouvais pour pouvoir m'entraîner dur et aller au pôle espoir. Et donc, je suis rentré au lycée Jean-Marc Boivin, où j'ai fait mon lycée en 4 ans, avec des horaires adaptés. Alors, une journée type de sportif de niveau, je pense que certains connaissent, mais on allait nager de 7h30 à 9h30. Et puis après, on allait en cours de 10h à 15h30. Et puis, on retournait d'abord en musculation de 16h à 17h. Et après, dans l'eau de 17h à 19h. Donc, voilà, à peu près une journée type classique au lycée. Et puis, dans cette période, je suis pourtant que champion du monde de l'entraînement, comme j'aime bien le dire. C'est-à-dire que je suis capable de faire des choses, de nager des longues distances. Je m'entraînais avec Sylvain Fréville, qui est un des entraîneurs qui m'a suivi du coup pendant toute ma carrière à partir du lycée. Et donc, j'ai notamment battu le record des 12 heures de natation pendant cette période. Je me rappelle, j'ai fait 42 km, un marathon. Et je me rappelle mon entraîneur qui me dit, c'est bien, mais ça sert à rien. Et effectivement, ça sert à rien de faire 42 km en natation, si ce n'est ce petit défi personnel. Et pourtant, j'étais par contre au pied des podiums. Dès que j'arrivais en championnat de France, j'étais souvent quatrième, souvent à quelques centièmes des temps internationaux. Impossible de réussir à enfin dépasser ses limites et devenir champion. Et puis, on arrive à la fin du lycée. Mon entraîneur me dit, écoute, Charles, tu as 3 solutions. La première, c'est soit tu fais un temps international, soit tu fais un podium au championnat de France, soit tu es viré. Et donc, j'ai fait quatrième à 2 centièmes du temps international. Et donc, j'ai été viré. Et donc, voilà, ça a été la première remise en cause, puisque je me suis rendu compte que le sport de haut niveau était en train de m'échapper. J'étais plus au pôle espoir. Et puis, je n'étais pas assez fort pour pouvoir continuer. Donc, j'ai essayé de me reconvertir, de faire autre chose. Et je suis allé sur les bancs de la fac de médecine. Ça a été court, très très court, parce que vous imaginez bien que passer plusieurs dizaines d'heures d'entraînement par semaine au banc de la fac de médecine, c'était pas facile. Et donc, au bout de quelques mois, j'ai surtout vécu ma vie d'homme qui découvre la vraie vie en dehors du sport. Donc, j'ai fait la fête, j'ai fait beaucoup de fêtes surtout. J'ai pris 30 kilos pendant cette période. Vous imaginez bien le sportif qui arrête et qui fait sa dépression et qui prend du poids. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, là, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie, c'est pas possible. Et donc, j'ai tout fait grâce à une de vos profs aussi, qui s'appelle Marie-Pierre Choret, qui m'a aidé. On a passé un brevet d'état de canoë-kayak en candidat libre. Voilà, avec le papa que j'avais, c'était obligé de me retourner vers ce sport. Et donc, j'ai passé mon brevet d'état en candidat libre en 2 mois. Et j'ai pu avoir mon brevet d'état et rentrer à la fac de STAPS de nouveau. Et donc, je suis rentré à l'université de Dijon, où j'ai fait tout mon cursus. Bon, j'ai mis beaucoup de temps. Hein. Je sais que Lionel écoute, donc je le remercie pour sa patience, même si à l'époque, il n'était pas directeur. Et je remercie tous les profs pour leur patience, parce que j'ai mis beaucoup de temps à avoir mes diplômes. Mais j'ai mis beaucoup de temps parce que je suis retourné à mes premiers amours, la natation, puisque pour moi, c'était normal de choisir l'option natation. Et puis la première année, j'ai nagé pour le plaisir. On était en 2008. Je nageais pour l'option et pour le plaisir. J'y allais le midi, je me faisais des grosses séances tout seul, mais vraiment avec zéro correction, mais juste une envie de me faire mal et bien en même temps de me faire mal, mais de me faire du bien, quoi. Et donc, ça a été un déclic. Je me suis retrouvé avec, effectivement, comme le disait Bruno, là, pour faire un lien, plus de correction, plus de personnes, mais juste un désir de se faire plaisir, quoi, et de nager par soi-même. Et finalement, j'ai mis tout ce que je savais faire et tout ce qu'on m'avait appris en place pendant 1 an. Et puis, en même temps, j'ai testé un petit peu tout ce qu'on pouvait tester au niveau entraînement. À l'époque,
on n'était pas forcément très ouvert sur les techniques de musculation et tout ça, les choses commençaient à se développer. Donc, j'ai fait beaucoup de musculation à côté, j'ai fait beaucoup de nouvelles techniques à partir de temps, d'utiliser les temps pour nager et pas juste les distances. Et donc, voilà, ça a été une nouvelle façon de m'entraîner. Et puis, à la fin de cette année, je vais devenir champion de France du 50 mètres papillon. Et donc là, ça a été le début de nouveau de ma carrière. Et Sylvain Fréville veut bien me reprendre au pôle. Et donc, je suis trop content de me dire que je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve et devenir un jour champion olympique. Et puis, c'est sans compter sur justement un plan d'eau que je surveillais à Grosbois en montagne, où j'étais maître nageur. Et puis, j'y vais en moto un soir, un matin, pour vendre ma moto le lendemain. Donc, je me dis, je vais la faire rouler, me faire plaisir, une petite dernière sortie. Et en rentrant du travail à moto, je vais prendre la route départementale, je vais croiser un chauffard qui va heurter ma roue avant, juste ce qu'il faut pour que je tombe. Et puis là, je vais rouler et puis je vais rencontrer une barrière de sécurité. Mon bras va passer dans la barrière de sécurité et puis ça va faire crack. Et donc là, j'ai une fracture ouverte de l'humérus. Bon, je vous passe aujourd'hui tous les détails du handicap et puis finalement de l'accident, puisque c'est pas le sujet. Mais voilà, ça a été quelque chose d'assez dur et traumatisant. Voilà, ce handicap. Après, je me retrouve à l'hôpital. On me met un clou dans le bras et on me dit, vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Vous avez un clou, on a recollé votre bras, on a remis votre bras en état. Et maintenant, il faut attendre que ça passe parce que j'avais énormément d'infections. J'avais un bras qui faisait 47 cm de tour de bras. Donc, vous imaginez, c'est une cuisse à la place du bras. Et donc, on me dit, tout est comprimé. Quand ça sera décomprimé, ça ira mieux. Et puis, les jours passent, et puis tout ne va pas mieux. Finalement, je vous la fais vraiment courte, mais on aura le temps de discuter, d'échanger sur tout ça. Mais j'ai réussi à rentrer chez moi avec des petits défis. Et puis ça passe toujours pas. J'ai toujours ce bras qui bouge pas. Donc, je vais voir les médecins. Je leur dis, mais dites-moi ce que j'ai. Ça bouge pas. J'ai plus de muscle nulle part. Et donc, là, on va me faire des examens. Enfin, et je vais rencontrer un grand neurologue. Je vais quand même vous raconter ce petit épisode qui est assez significatif aussi de ce qu'on peut avoir comme relation avec les médecins. Je me retrouve dans la cave du professeur Dumbledore, on l'appellera parce que je ne peux pas le nommer, ce docteur qui était au CHU de Dijon. Alors, c'était l'hôpital général, plus exactement. Donc, c'était vraiment une cave parce qu'on était dans les sous-sols de l'hôpital général. Et puis, il commence de me caresser le bras avec un coton et il me dit, est-ce que vous sentez là? Je dis, non, je sens rien du tout. Et puis, il me plante une aiguille dans le bras. Il me dit, est-ce que vous sentez là? Je dis, non, je sens toujours rien. Et puis, il met des électrodes un peu partout sur la tête et sur le bras. Et d'un côté, j'ai la main qui bouge comme ça. Et puis, de l'autre côté, ça ne bouge pas. Puis, il me dit, c'est grave. Hein. Je dis, je vois bien, ça ne bouge pas. Et puis, je ne sens pas quand vous me plantez une aiguille dans le bras. Il me dit, non, rigolez pas, monsieur Rozoy, c'est vraiment grave. Vous avez un bras qui ne bouge pas et qui ne bougera plus jamais. Votre vie est foutue. Voilà. Comme l'a dit Bruno, quand on nage qu'avec un bras, ça fait mal au dos. C'est pour ça que ma vie était foutue, je pense, selon lui. Non, c'était vraiment une annonce de mon handicap qui était très traumatisante. Surtout que je rajouterai ce qu'il a dit derrière. Il me dit, mais vous n'allez pas pleurer, monsieur Rozoy. C'est pas comme si vous avez le sida, vous n'allez pas en crever. Voilà, c'était comme quoi on peut tomber sur des médecins qui ne sont pas du tout pédagogues. Et là, on se dit que des fois, les STAPS auraient un petit peu à enseigner la pédagogie aux médecins. Voilà, parce que je pense qu'une des filières, finalement, qui est la mieux au niveau pédagogie, ça reste quand même la filière de STAPS. Et puis après, de BP, etc., qui sont quand même beaucoup plus sur le terrain et qui sont beaucoup plus proches au niveau pédagogie. Voilà, c'était un petit point. Donc voilà, finalement, comment on m'a appris mon handicap. Finalement, j'ai tout fait, des pieds et des mains, pour pouvoir rencontrer un paquet de médecins et puis enfin trouver que j'avais un plexus brachial. Donc le plexus brachial, c'est exactement la même pathologie que Jamel Debbouze. Donc voilà, c'est les nerfs qui sont arrachés au niveau de la moelle épinière qui nervent tout le bras et l'épaule. Et donc voilà, ça ne bougeait plus. Et j'ai eu beaucoup de chance de me faire opérer en urgence par un professeur Oberlin à Paris-Bichat, qui avait plus de place à l'hôpital, mais qui m'a pris en clinique privée et qui a pu finalement me sauver ce bras un minimum, puisqu'il m'a greffé les nerfs intercostaux sur le biceps
Et la pesanteur fait le travail de redescente du bras et le biceps fonctionne grâce aux nerfs intercostaux. Et puis après, on m'a fait une ténodèse du poignet. Donc, on m'a enlevé des tendons sur le poignet parce que je pouvais fermer la main. Il me restait le nerf radial qui fonctionnait. Donc, je pouvais fermer la main, mais je ne pouvais pas l'ouvrir. Donc, c'est très pratique quand tu veux draguer une femme. Tu l'attrapes, tu dis ah, je ne peux pas te lâcher, je ne peux pas te lâcher. Mais dans la vie courante, c'est un petit peu moins pratique. Donc, du coup, ils m'ont fait une ténodèse pour pouvoir ouvrir et fermer la main. Donc, voilà les opérations que j'ai eues. Et puis, ça ne vous dit pas tout ça, comment on retrouve à nager en natation paralympique. Mais l'histoire a continué puisque je me suis retrouvé à la piscine pour ma rééducation. Puisque mon kiné, Pascal Brio, qui était sur Dijon, me disait il faut maintenant qu'on passe à une étape supérieure, il faut que tu ailles justement dans l'eau pour pouvoir bouger plus facilement. Et donc, je me suis retrouvé comme les bébés nageurs dans le bassin où j'avais tant nagé à la piscine du Carrousel, mais dans le petit bassin, à bouger mon bras comme ça. Et effectivement, avec Monsieur Archimède, c'était beaucoup plus simple. J'avais beaucoup moins mal dans l'eau et puis mon bras remontait tout seul à la surface, donc ça me permettait de le bouger et de m'entraîner avec ça. Et puis, il y a des petits jeunes qui passent sur le bord du bassin qui me disent « Regardez, c'est Rosoy. Qu'est-ce qu'il était bon avant? Maintenant, il est foutu, il fait de l'aquagym. » Et là, tu prends une claque parce que je suis en train de faire la rééduque. Et donc, je voulais voir, je voulais dire, vous ne pouvez pas dire ça, quoi. Et ils me disent, bah si, et puis ils se moquent de moi, mais vraiment ouvertement, nanana. Je dis, bah venez, on va faire une course, on va voir qui c'est qui est foutu. On a fait un 25 mètres, je me suis attaché le bras avec des ceintures bébé, nageurs, et puis, parce que j'avais un petit peu peur à l'époque, vu qu'il était encore tout frêle, et là, je leur ai mis une tôle. Bon, on va pas non plus crier victoire, ils avaient 6 ans, hein, donc c'est pas non plus c'est pas non plus une grande victoire, mais il n'y a pas de petite victoire. Et puis voilà, donc il y avait mon entraîneur Sylvain Préville qui me suivait du coin de l'œil et qui me regarde et qui vient me voir et qui me dit mais pourquoi tu ne reprendrais pas la natation? Et je lui dis non mais attends, nager, moi je peux pas, là, j'ai qu'un bras, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un bras, Puis il me dit tu préfères du handisport? Je regarde, je fais le handisport, c'est pour les handicapés. Il me dit réfléchis à ta réponse, tu reviens me voir. Et puis en fait, c'est vrai que je connaissais déjà plein de sportifs en situation de handicap. Je connaissais très bien David Smetani, qui est toujours dans les bassins d'ailleurs. Mais on n'arrive pas à se dire, à passer ce cap. Et donc, je suis allé voir sur Internet, handisport. Et puis, je me suis rendu compte qu'avec un seul bras, j'étais dans une catégorie de handicap et puis que j'étais même pas le moins handicapé, que j'étais déjà bien handicapé. Et donc, je suis revenu le voir mon coach et je lui ai dit, écoute, effectivement, je suis handicapé, mais je veux être champion paralympique. Il a rigolé, il me dit, j'espère que tu as ton maillot de bain. Et voilà le début de l'histoire, finalement, puisqu'on est, pour vous dire, j'ai eu mon accident le 26 juillet 2008. Je vous raconte tout ça, et les opérations sont passées jusqu'en fin 2008. Et début 2009, j'étais déjà dans la piscine pour nager, alors que je n'avais pas encore fini ma rééducation. Et donc, j'ai fait mes premiers championnats de France en mars, où j'ai été champion de France. J'ai réitéré en juin. J'ai été qualifié au championnat d'Europe et au championnat du monde. Et en octobre 2009, je deviens champion d'Europe. Décembre, je deviens champion du monde. Et enfin, en 2012, le Graal, en devenant champion paralympique. Voilà pour mon parcours. Après, bien sûr, j'ai continué de nager avec un deuxième objectif qui était de dire je veux montrer que je suis quelqu'un en dehors du sportif, puisque vous savez que les sportifs en France sont quand même beaucoup ramenés à leur rang de sportif et pas finalement à ce qu'ils peuvent être à côté. Et donc, je voulais montrer qu'il y avait un homme derrière, quelqu'un qui faisait des choses. J'ai monté ma société, je faisais beaucoup de conférences, d'interventions. Et donc, je me suis engagé un petit peu en politique, un petit peu dans des entreprises. Et j'ai continué de m'investir comme ça en dehors. Et donc, l'objectif vraiment entre 2012 et 2016, c'était de montrer qu'il y a quelqu'un d'autre que le sportif derrière. Et puis, en même temps, de réussir ma carrière de sportif. J'ai réussi à devenir un homme, j'ai réussi à nager plus vite qu'au jeu de 2012. Mais ça n'aura pas suffi puisqu'il y a 3 Chinois qui sont arrivés et qui ont raflé les médailles. Puisque en natation paralympique, on peut avoir 3 médaillés de la même nation. Et donc voilà, je me suis retrouvé au pied du podium encore une fois. Est-ce que l'histoire se répète? Je ne sais pas. Et du coup, en 2017, j'ai arrêté ma carrière. J'ai fait une grosse partie où je me suis investi. J'ai été collaborateur de la ministre des Sports, justement, au moment du savoir nager. J'ai écrit la stratégie nationale du sport handicap. Et puis, je me suis de nouveau un petit peu éloigné de la politique après le Covid et tout ce qu'on a traversé.
j'ai passé une grosse période un petit peu à me questionner et puis me voilà retourné dans la piscine avec un objectif peut-être aller jusqu'à 2024 et aux Jeux de Paris. Voilà, vous savez tout, presque. Tu fais la transition avec le prochain webinaire qui parle des Jeux Olympiques de Paris, je crois, si j'ai bien lu le programme. Du coup, nous avions une question. Est-ce que l'apprentissage de la natation est facilement accessible pour les personnes en situation de handicap? Alors, moi, je dirais que la natation, c'est le sport pour les personnes en situation de handicap. Le sport, parce que en gros, il y a tous les types de handicap. Après, bien sûr, on a la boccia, qui est un des sports uniques, finalement, ça n'existe que pour les personnes en situation de handicap, mais la natation, on voit de tout. C'est d'ailleurs quelque chose que je raconte dans mon livre. J'ai écrit ma biographie, mais c'est juste, je vous reprends un petit chapitre où je raconte la première fois que j'arrive sur un bassin. J'arrive sur un bassin et moi, j'ai le bras gauche qui est paralysé, mais finalement, c'est un handicap à la fois lourd en natation. Je suis dans une catégorie qui est la catégorie S8, mais pour vous dire, il y a 10 catégories de handicap, de S10 à S1, S10 étant le moins handicapé. Il ne faut pas essayer de chercher à dire tel handicap dans telle catégorie. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une gêne qui est attribuée, et plus on est gêné, plus on descend dans les catégories. Voilà. Et donc, S1, pour vous dire, c'est tétraplégique complet. Même les hommes troncs ne sont pas en S1, je crois, pour vous dire. C'est vraiment quelqu'un qui peut bouger juste la tête, quoi, à peine. Et on voit des personnes nager comme ça. Comme quoi, on revient bien sur tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur la flottabilité et le fait de respirer. Et on voit des personnes qui ne peuvent bouger. Pour moi, excusez-moi, mais il y a certaines personnes, c'est impressionnant. Ils arrivent à faire à 50 mètres en ne bougeant que la tête. Donc, c'est vraiment pour moi le sport qui est accessible à toutes les personnes en situation de handicap et qui permet un sentiment de liberté pour les personnes qui des fois, ont vraiment un manque de mobilité, notamment. Nous avons plusieurs questions dans le chat par rapport à votre intervention. Qu'est-ce qui a changé durant vos entraînements depuis que vous avez eu votre handicap? Pas grand-chose. Pas grand-chose au début, mais je dirais que c'est plus la vieillesse qui m'a amené à changer des choses que mon handicap. Non, j'ai 35 ans aujourd'hui. Je sais que je ne peux plus m'entraîner comme quand j'avais 20 ans. Il faut que je fasse un petit peu différemment. Mais ce qui m'a amené à changer c'est le volume. Je faisais moins de volume forcément, parce que quand on nage qu'avec un bras, vous imaginez bien que déjà, il faut faire attention de ne pas se blesser du tout au bras, parce que si on laisse le bras, on n'a plus que les jambes. Dès qu'on met du volume, on charge sur le bras et donc du coup, c'est très difficile de pouvoir enchaîner. En fait, ce que j'ai remarqué, et pour donner un aspect comparatif, c'est qu'une personne qui a les deux bras, et c'est ce qui m'est arrivé quand j'avais les deux bras, et après je suis tout de suite passé sur un bras en très peu de temps, j'ai nagé tout de suite très vite au début. Parce que quand on s'entraîne avec deux bras, on va beaucoup plus loin dans l'entraînement qu'une personne qui a qu'un bras. Donc des fois, on essaie de comparer des performances et de dire, si on prenait un Michael Phelps qui nage avec un bras, il nagerait toujours beaucoup, beaucoup plus vite que moi. Parce que dans l'entraînement, il peut aller plus loin. Il peut aller plus dans le dur, il peut aller plus dans le cardio, il peut aller plus il peut aller plus loin dans l'entraînement. Donc forcément, si je le mettais à s'entraîner pendant 3 ou 4 ans que sur un bras, il régresserait par rapport au moment où il a nagé à deux bras et puis d'un coup il nage qu'avec un seul bras. Parce que tous les nageurs finalement savent nager avec un seul bras. On fait plein d'éducatifs où on nage avec un seul bras. Donc c'est pas un problème de nager avec un seul bras. Le problème c'est de nager vite et puis surtout de nager longtemps avec un seul bras. D'accord, d'accord. Et on a une autre question encore. C'est voudriez-vous enseigner la natation aux enfants ou aux adultes dans le futur? Je le fais de temps en temps. Alors, mon temps est quand même un petit peu compté parce que je fais beaucoup, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je me suis tourné vers une autre discipline, c'est l'être humain. Je suis coach en développement personnel et je préfère travailler le cerveau des gens que les amener à nager. Même si voilà, c'est quelque chose que je fais avec plaisir.
mais non, c'est pas dans mon objectif d'enseigner la natation. Bien sûr, de temps en temps, les étés, je donne 2-3 conseils comme ça, mais voilà, je suis plus sur soigner l'être humain. D'accord. Et du coup, on a une dernière question. Comment vous voyez votre avenir dans la natation? Comment je le vois? Eh ben, moi, au jour le jour, pour l'instant. J'ai pas été qualifié aux championnats du monde qui ont lieu là en juin. La sélection était très courte. Pour vous dire, d'habitude, généralement, on se sélectionne en mai-juin et les championnats sont en juillet-août. Moi, j'ai changé complètement de lieu d'entraînement puisque actuellement, je m'entraîne à Antibes, au Cercle des nageurs d'Antibes, puisque Sylvain Fréville avait arrêté d'entraîner. Et donc, je me suis retrouvé un petit peu tout seul à l'entraînement, avec des difficultés pour pouvoir m'entraîner comme il fallait, comme je le souhaitais du moins. Et donc, du coup, j'ai été obligé de trouver une nouvelle structure et un entraîneur qui entraînait des athlètes paralympiques. Et je m'entraîne aujourd'hui avec Régis Gauthier, qui est entraîneur au Cercle des nageurs d'Antibes et qui a fait gagner quand même Élodie Laurandi, qui a eu une médaille avec Florent Marais aussi. Donc aujourd'hui, comment je vois mon avenir pour l'instant au jour le jour? C'est-à-dire que faut pas être dupe. Je suis complètement franc avec vous. Ma carrière est plus derrière moi que devant moi. L'idée d'aller à Paris 2024, c'est vraiment quelque chose qui me plairait. Maintenant, les opportunités professionnelles sont importantes et on verra. Si j'ai une opportunité professionnelle qui ne peut pas se refuser, je le ferai. Parce que ce qu'il faut d'abord penser, c'est à l'après-carrière plus qu'à ma carrière. Et donc voilà. Donc, Paris 2024 en tête, mais avec l'importance de pouvoir vivre. Et aujourd'hui, je ne vis pas de ma passion comme beaucoup d'athlètes paralympiques. Donc, il faut travailler à côté. Merci beaucoup de toutes ces réponses et de l'explication de votre histoire. Mais de rien, n'hésitez pas. Ouais, c'était la question. Je voyais dans le chat. Je vous les ai posées du coup. Ouais, pas de souci. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté au webinaire. Il va toucher à sa fin. Nous souhaitons remercier tous nos intervenants, donc Victor Boll, Monsieur Rafatin et Monsieur Rosoy. Ensuite, nous allons aussi remercier la FFSU et Eric Corméry. Donc voilà. Donc si Eric Corméry veut dire quelques mots, il est le bienvenu. Je ne sais pas s'il va intervenir. Moi, je voulais profiter de ce petit temps mort pour vous remercier tous et puis surtout pour remercier tous les profs de l'UFR STAPS qui ont fait quand même un partie intégrante de mon parcours. Je pense que c'est important de le dire. J'ai pu réaliser et ils ont toujours réussi à accompagner des sportifs de haut niveau. On a été à la création du PEPS, Pôle d'excellence aux pratiques sportives. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'on ne voit pas partout moi qui suis de plus en plus sur le plan national, on ne voit pas partout des universités qui s'investissent comme ça, et notamment des UFR. Donc voilà, je voulais les remercier encore une fois, parce que j'ai encore eu, il y a très peu de temps, des discussions sur tous ces sujets des accompagnements de sportifs de haut niveau et leur permettre de réussir un double projet. Donc voilà, merci à tous pour ce que vous faites. Merci Charles de ces bons mots. C'est plutôt le début de l'aventure pour nous, parce que, comme tu le sais, puisque tu participes ou tu as participé souvent à nos conseils, on essaie de s'équiper pour qu'il y ait des outils technologiques qui nous permettent de devenir de plus en plus autonomes pour monter des petits exercices comme ça, hein. Parce que pour le moment, on le voit comme des exercices pour les étudiants et évidemment avec des collègues qui nous sont proches. Et pour l'instant, la publicité autour de ces webinaires est modeste, mais c'est un début. Et on va essayer, en tout cas sur Dijon, d'avoir une salle de plus en plus équipée, de façon à ce que les webinaires se développent. Voilà, je crois que tu es à Nice ou pas loin. Et donc, c'est vrai que finalement, la crise du Covid nous a permis
de gagner, entre guillemets, 10 ou 15 ans dans l'usage de ces outils. Peut-être qu'on n'aurait jamais fait cet effort. On s'est aussi mieux équipé. Et donc, je pense qu'on a du bon potentiel. Les étudiants, ben voilà, ils font leur job, hein, ils se forment hein, par l'approche compétences, parce qu'on voit toutes les compétences qu'il faut développer pour animer un petit web TV. C'est pas si facile, hein, mais en même temps, c'est riche pour vous, je pense, les jeunes. Et puis, c'est toujours un plaisir de revoir les anciens, qui soient en activité, en préparation de jeu ou à la retraite. Mais c'est aussi une façon de garder du contact. Alors, là, il y aura une prochaine étape parce que cette année, on a fait quelque chose de modeste au niveau des Jeux Olympiques pour 2024 en janvier, lors de la semaine olympique. On devrait monter en puissance en janvier 2023 au niveau de l'UFR. Donc, il faut essayer de faire quelque chose de peu plus pendant 2 ou 3 jours où on voudrait vraiment mettre en valeur la préparation des Jeux. Donc, Charles, on reviendra vers toi, évidemment, pour cette occasion-là. Donc, reste dans les starting blocks, s'il te plaît. Voilà. En tout cas, moi, je remercie évidemment Charles, Bruno et puis le jeune qui était en Dust de votre intervention. C'est très intéressant. On ne s'arrête jamais cette semaine, puisque cette semaine, nous avons des webinaires sur les métiers, nous avons les Jeux Olympiques, nous avons les 55 ans de FR Stabs, nous avons bientôt le RAID et puis la gourmandise. Comme tu le disais, l'UFR Stabs de Dijon, c'est du non-stop. Mais voilà, et grâce aux étudiants, évidemment, c'est eux qui se forment. Bon, voilà, c'était juste un petit message pour rebondir sur le tien, Charles. Merci, Bruno. Eh bien, nous vous remercions encore une fois tous et toutes pour avoir suivi. Si je peux ajouter juste une petite chose, oui. Puisque vous m'y avez invité, donc j'ai suivi avec intérêt vos interventions, donc merci les étudiants. Personnellement, j'aurais peut-être, ça c'est pour l'avenir, aimé être un peu plus impliqué dans le moment de préparation, mais cela étant, je vous ai donné un dossier qui était suffisamment solide pour pouvoir poursuivre vos investigations, ce que vous avez mené d'une façon assez correcte finalement. Merci pour vos interventions. J'ai bien apprécié l'intervention de Bruno et celle de Charles parce que finalement on aborde le savoir nager sur 2 axes. L'axe du renouveau par rapport à des enfants qui apprennent à nager sur une approche assez originale, c'est celle de Bruno. Et puis ce message un petit peu mais on le connaît de Charles, c'est-à-dire que bon, indépendamment des aléas de la vie, eh bien, effectivement, s'il y a bien une activité qui donne tout un tas d'opportunités à saisir, c'est bien la natation. En toile de fond, quand même, il faut rappeler qu'il y a un problème malgré tout par rapport à cette activité-là. Bien entendu, c'est celui de la noyade. Donc, Bruno l'a très bien abordé avec une approche assez originale. Et c'est ce qui mobilise la ministre, enfin notre ancienne ministre, par rapport au savoir nager et l'aisance aquatique, qui est un vrai sujet d'actualité. Donc, ce qui expliquait un petit peu l'idée du savoir nager et la façon dont vous l'avez présenté. En toile de fond et plus proche de nos préoccupations au niveau de l'université, nous sommes rendus à l'évidence que à peu près 10 ou 20% des étudiants ne savaient pas nager. Et donc, c'est une statistique qui mériterait d'être vérifiée, mais je pense que je ne suis pas très loin de la vérité. Donc, ça veut dire qu'indépendamment des moyens importants alloués au savoir nager, indépendamment des productions scientifiques, indépendamment des mises en œuvre, on se retrouve quand même confronté à un problème qui est un problème de fond, voire de santé publique. Donc, à y associer des réalités sociologiques comme le réchauffement climatique, la baignade festive, avec le développement des piscines individuelles, etc., etc. Donc, il y avait d'autres dimensions à déployer. Et je pense que ça nous donne du pain sur la planche pour les prochaines années. En tout cas, merci beaucoup.
J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt vos interventions. Je les ai trouvées, ma foi, assez judicieuses. Et puis, ça me permet personnellement de continuer ma réflexion sur ma propre pratique. Et donc, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Et bonne soirée et bonne poursuite de votre parcours d'étudiant. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À plus. Et merci à ceux qui écoutent aussi. Hein. Merci à tous ceux qui se connectent. Ils sont pour l'instant des dizaines, ils seront bientôt des milliers. À bientôt. Il est toujours là en notre directeur. Hein. Bravo Lionel, merci. À bientôt.